Moving on to our second session, where we have our first panel for talks on long-term investment in African markets. Without much further ado, I'd like to leave the floor to the moderator, Mr. David Osiago, the coordinator of Making Finance Work for Africa. A round of applause for him, please. Okay, good morning, everybody. So my name is David Ashiabo, and I'm the coordinator of Making Finance Work for Africa. I won't say much about myself because you can read all about us here. No, we are an initiative that is hosted by the African Development Bank, and we do knowledge management, research, and advocacy around financial sector development on the continent. So it's a great pleasure to be here, to be participating in this workshop and moderating this panel. I'm going to call up my panelists. My panelists are Miss Akosia Nelson Kofi, and I'm not going to introduce them straight away because, you know, we'll do that as part of the panel. We also have Mr. Dave Uduano, and we should have Mr. Adama Ndiaye. Yes. So, good morning, everybody, again. This panel is about long-term finance in Africa. And we're supposed to be exploring the opportunities and challenges about that. As I say, I'm very fortunate to have a very well qualified team around me. So what we're going to do is really going to explore the issues around long-term investment in Africa, but from from the perspective of local investors. Primarily, because I think a lot of the times when we hear about long-term investment in Africa, people tend to automatically think of DFIs, foreign institutions, but this panel is going to be actually focused on local institutional investors. So we're going to be talking about issues around regulation. We're going to talk about issues around instruments, investor preferences, and actually, you know, what are local institutional investors thinking when they make those choices? So my first question is to you, Dave. First of all, well, two questions really. First of all, if you can tell us, first of all, if you can sort of briefly introduce yourself. I know that you're the chair of the Africa Pension Funds Network, so if you can tell us a bit about that, and also a bit about what you do in your day job, what you do in your day job. And you know, we hear a lot about African pension funds and how, you know, their assets under management are growing. So if you can just give us a quick sort of high-level summary of what is going on in the African pension funds industry from that perspective. Thank you. Thank you. My name is Dave Uduano. So what I do in my day job, to start with, I manage Sigma Pensions Limited. Sigma Pensions is one of the pension fund managers in Nigeria. We currently manage about 330 billion naira. You have to do the numbers, the various rates, but it's just around $1 billion, thereabouts. In Nigeria, we invest largely in the domestic market across all the asset classes, bonds, government bonds, equities, corporate bonds, private equity, and what have you. I also chair the African Pension Network. It's a network of pension fund managers across the continent with memberships from South Africa, Southern Africa, East Africa, and West Africa. The network was established to encourage
peer-to-peer lending amongst pension funds in Africa, to also encourage cross-border investing and to encourage sharing of ideas, because what we found was that the challenges in the continent amongst the pension funds are the same. A lot of them are early stage funds except South Africa or Southern Africa. A lot of them are investing largely in government bonds in their domestic markets. And a lot of them are grappling with issues as currency devaluation and inflation that makes it difficult to invest on a long-term basis on the continent. We've had sessions largely around, private equity, but now going into infrastructure. And this is the first time we are talking fixed income. So I hope we can do justice to that. So for us, it's a new area when I say fixed income on a cross-border basis. The pension fund on the continent is roughly around $300 billion US dollars. 70% of that are in South Africa or Southern Africa, and the other big markets are in Nigeria and East Africa, particularly Kenya. In West Africa, you have Nigeria and Ghana. And these countries are the countries that have reformed their pension sector. What we notice is that whenever the pension sector is reformed and moved from DB to public sector pensions, the assets under management ramps up significantly. So we've seen an increase in Nigeria, for instance, in the last 12 years from less than $1 billion of pension funds that are segregated to more than $20 billion. And this is just testament to what can happen when you reform the pension sector. Penetration is still low. In some markets, as low as 10%. In markets like South Africa, it's as high as 60, 70%. But so if you take Sub-Saharan Africa and South Africa, penetration is significantly low. And we think that if the pension reform continues, the momentum is sustained and reform occurs in other markets, we will have a situation where the pension sector can then begin to be a viable avenue for funding long-term development in Africa, which is the objective. The pension sector in Africa significantly outstripped the sovereign wealth fund markets and is therefore the premier, if you will, source of funds for long-term development in Africa. However, the key challenges with long-term investments, there are three ways to approach it. One is, what are we doing in pensions? The objective is to be able to invest in long-term basis to allow us to pay retirees and to keep those payments inflation indexed so that the standard of living doesn't fall. How do we do this? We look at long-term assets like listed equities, bonds, real assets like real estate infrastructure, private equity, corporate bonds issued by investment-grade companies in Africa. We also look at domestic currency bond markets of governments and more increasingly Euro bonds issued by both governments and the corporates. So this is how we invest, and you want deep liquid market with secondary market opportunities to allow you to realize cash whenever you want to. But what we find is that the capital markets in Africa are not as deep as we will, and the diversity of products do not exist. So the key challenge is availability of product and product diversification. So this results in a significant overallocation to government bond markets. We also find that the regulation is often not permissive of pension funds investing outside their country, because the argument is that pension funds, being the first domestic savings, should be used to finance national development, and therefore most countries would like the pension funds to be kept within the country. But as you know, in investment, that is not completely the right approach, because diversification across geographies and currencies also protect these funds from significant exposure to the problems that happen in the country. So for instance, in Nigeria, we had a good 10 years, and all of a sudden the currency devalued by as much as 100% within a 6-month period, but has recovered now. So if perhaps the pension funds are invested in other African countries, that the currencies have held steady, especially in non-commodity countries, the pension funds would have been shielded from this significant currency devaluation.
We also find that beyond regulation, we find there are significant scale gaps within the pension sector that allows them to invest on long-term basis, and also the absence of data, which is why this initiative is important. The absence of data that shows how these asset classes are performing. So the data analytics is very, very important. And so it is the key challenge. It's just ability to invest across the currency devaluation cycle, ability to protect the inflation saving, the pension savings from inflation, and then to also reduce the cost of accessing these markets. And therefore, I think that the whole idea of the ADBF is the right approach, and it's a product that the time has come for now. So I'll stop here for now. Thank you very much, Dave. Akosi, I'm going to turn to you next. If you can just, again, very much like Dave, introduce yourself briefly. And I think you come from a slightly different perspective than Dave. You're both pension funds, but you are what is known in the jargon as a tier 1 pension fund. So, you're the foundation of the pensions industry. So 2 things. From that perspective, do you have a different approach when it comes to thinking about investments, thinking long-term investments, than a private fund manager like Dave? And also, if you can just talk us briefly through, I know there have been some changes in the Ghanaian pension sector recently, reform to allow private managers and new regulations and all. So if you can just give us 1 or 2 highlights of those as well. Thank you very much. It looks like everybody's introducing themselves, so I'll have to do the same. My name is Mrs. Akuswa Nelson Kofi, and I'm the portfolio manager for equities for SNET. That is Social Security and National Insurance Trust. That is the first-year social security scheme in Ghana. It means that whether you like it or not, as a worker, you must first of all contribute to our scheme. We've had some reforms of late where, apart from having a first-year scheme, it's been opened up to the private sector, where you have also private sector players working under the second-tier scheme. And with the third tier, it's basically voluntary, in that any worker, after contributing to the first tier and the second tier, which is compulsory, you can join any private pension scheme and enhance your pension. We recently also have a regulatory body, which is a national NPRA, that is the National Pensions Regulatory Authority. Now, when you look at in terms of contribution, we are now contributing basically 18% of basic salary to both the first tier and the second tier. Initially, our scheme, that is SNET, was taking the full chunk of the money. Unfortunately, right now, we have less contributions coming to us. Of the 18% that we have 11% coming to our scheme. Formerly, we're doing 17.5%. Now we'll have another 5% going to the private sector players. And then and then also we contribute 2% of that 18% to the National Health Insurance Scheme. It means that every contributor is covered under the National Healthcare Scheme. The private players now take 5%, which is compulsory. It means that in that space we have the administrators, we have the custodians, we have also the fund managers who are regulated by the NPRA. For SNET, I think we've been around for a very, very long time. We basically do the fund management of the scheme from my end as a portfolio manager. We are guided by some investment guidelines and an asset allocation policy. And when you look at our asset allocation policy, we are swayed towards fixed income investments. And over there, we have corporate bonds and also government bonds. There are also municipal bonds in that segment, but we have not done much municipal bonds. And we are also heavily weighted towards the treasury instruments. On the equity side,
we are doing about 26%. We are supposed to do 26%, but some way, somehow, with the need to provide some affordable housing, we seem to have done more of the equity investments than necessary, and we are heavily weighted towards that area. Then again, we have about 5% that goes to alternative asset class, and that is real estate and also private equity, and then economically targeted investments. So I must say that I agree with Dave with, in terms of what he said concerning the African markets. Indeed, there may be some long-term investments, but I think the bond market is not that deep enough. It needs to be deepened further. With respect to the capital markets, what I see is that there's a great sway towards the financial sector, which brings a risk to fund managers. If something happens in the banking sector, for instance, in our case, I think that would take a big hit, because on the Ghanaian capital markets, you have about 80% or 90% to 90% in the banking sector. And so there's a need to sort of diversify the sort of portfolio we have in terms of investments in capital markets. Again, we also see a heavy flow towards the owners of the companies that, like the banks. If you take Standard Chartered Bank, the owner itself has taken a chunk of the investments, in terms of shareholding in the company, in the bank. So you realize that the public float is very small. I think from some research we did, I think it's around about 3%. So if the public float is that small, how do you expect there to be a lot of trading in the market? And again, we seem to buy and hold. Hello. Okay. Okay. Thank you very much. I was speaking at the time about the public float, which is basically around just 3%, with most of the companies, the banks themselves, the payment companies having a high stake in these shares that are listed. And some of them have tried to undertake buybacks, corporate buybacks. They themselves decide to buy back the shares of the market, thereby even reducing the public float even better, the more. So in effect, we realize that the opportunities on the capital markets is quite limited. So for instance, if I buy fan milk, there's no way I'm going to try to sell. There's a lot of buying and holding in the markets as we see it. So basically, I seem to agree with Dave, and when he mentioned the issue about that coverage is also a problem. I think indeed coverage is a problem, mainly because we have a large informal sector in Africa. And for Ghana, for example, that constitutes about 70%. So if you look at in terms of coverage of the scheme, when you look at the working population that is covered, we've not done much. And that's mainly because we have a high rural agrarian workforce. And perhaps there's the need to have a specialized scheme for the informal sector. So I seem to concur with Dave, and then I want to say that even when you look at our asset allocation policy,
On the fixed income side, we are supposed to be doing around perhaps 50%, but we have not done much. And there's more room to be done within the fixed income space, especially in relation to bonds. Mainly because I think right now our fund is at a stage of maturity where we have a situation where you have an increasing number of pensioners. So the contributor population is quite low due to the macroeconomic situation. The economy is now expanding, so it's been quite difficult for the youth to get employment opportunities and contribute towards the scheme. So indeed, our liabilities are going up, and so therefore there's a need for liquidity within our asset allocation. So definitely there's a sway towards fixed income instruments. Again, with the challenge that we have with respect to declining interest rates, it makes the opportunity for longer term investments very, very real for pension schemes such as our own. So indeed, the ETF that has been discussed early this morning is very, very relevant. Thank you. Thank you. Thank you, Akosia. Adama, we hear a lot about pension funds when we talk about local investment in Africa. We hear a lot about pension funds growing assets under management, the changing regulations that have just been discussed by Akosia and Dave. We tend to hear less about what is happening in the insurance industry. So can you just sort of introduce yourself first? I know you're representing FANAF. So tell us a bit about FANAF and then give us sort of a high-level overview of what is happening in the insurance sector and whether, when it comes to long-term investment, the African insurance sector is looking to invest the same way as sort of the pension funds like we've just heard. What are the issues and challenges from an insurance industry perspective? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier au nom de la FANAF. La FANAF, c'est une association professionnelle qui regroupe environ 210 compagnies d'assurance, essentiellement francophones, d'environ 29 pays en Afrique. La FANAF a été créée il y a 40 ans à Yamoussoukro. Elle a fait son premier bonhomme de chemin et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec l'Organisation des associations africaines, ce sont les deux associations qui regroupent l'essentiel des opérateurs de l'assurance en Afrique. J'ai le privilège de présider la FANAF depuis 4 ans. Le siège de la FANAF est à Dakar. Et en tant que président de la FANAF, je siège en qualité d'expert à la Commission régionale de contrôle des assurances de la CIMA et au comité d'experts qui prépare les décisions du Conseil des ministres de la zone franc en matière de régulation et de supervision du secteur des assurances. Pour répondre plus particulièrement à votre question, je dirais que cette réunion est la bienvenue. Nous réfléchissons sur la problématique de la mobilisation de l'épargne et du financement à long terme, du développement et des projets d'infrastructure. Et dans ce domaine, les assureurs sont un maillon incontournable dans tous les pays, sur tous les continents. En Afrique, le rôle que les assurances jouent reste encore perfectible. Je dirais simplement que dans la zone qui nous regroupe, la FANAF, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et beaucoup de pays font partie, nous avons une contribution du secteur au produit intérieur brut qui est d'environ 1%. Alors que dans d'autres marchés beaucoup plus matures, nous avons une contribution qui varie entre 3% si on se réfère aux champions du continent et à peu près 8 à 9% ailleurs. C'est-à-dire donc que nous avons un gap. Mais en termes de mobilisation de l'épargne,
parce que c'est cette épargne mobilisée qui sert à financer le développement ou les projets, il faut que nous réfléchissions en termes de densité, qui est à peu près la cotisation moyenne payée par habitant. Elle est inférieure pour le segment de l'épargne vie qui mobilise l'épargne longue. Elle est inférieure dans notre zone à 2 $ par habitant. Là où ailleurs, on peut être entre 200 et 4 000 $. C'est dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que l'assurance puisse jouer son rôle. Maintenant, malgré la faiblesse de cette épargne, que représente-t-elle? Aujourd'hui, l'épargne mobilisée et les placements effectués par les compagnies d'assurance dans 14 pays qui constituent la CIMA, cœur donc de cible, lorsque nous avons fait cette étude, nous avons à peu près 4 milliards à 4 milliards et demi de dollars qui sont placés par les compagnies d'assurance dans les économies. Sur ces 4 milliards et demi, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui allait à ces obligations émises donc par les États ou des structures comme la AFMIBAD. Et globalement, nous avons constaté que dans 10 pays sur 12, il y a à peu près 15% de l'épargne mobilisée, ce qui tournerait peut-être autour de 600 millions à 650 millions de dollars, qui vont, 600 millions à 650 millions de dollars, qui vont vers le financement donc des investissements. C'est une masse qui n'est pas négligeable, même si elle est encore perfectible. Et nous avons essayé de réfléchir sur le nœud du problème. Pour amener les entreprises à contribuer davantage, il faut agir sur 3 leviers. Le premier des leviers, c'est le développement du marché. Or, quand on raisonne en termes de développement du marché, on se rend compte que le segment de l'assurance vie qui mobilise une épargne longue parce que la duration des contrats vie, elle va de 4 ans pour les contrats en cas de décès à une moyenne de 12 ans pour les contrats en cas de vie ou de capitalisation. Nous avons bien sûr des pics avec des contrats qui durent 20 ans, 25 ans, mais la moyenne dans le portefeuille des contrats que nous avons examinés, elle va de 4 ans pour le décès à 12 ans pour les contrats d'épargne et de capitalisation, ce qui n'est pas négligeable. Alors que l'horizon de la plupart des bons qui sont émis par les États dépasse rarement les 7 ans. C'est dire que donc il y a une épargne longue qui est mobilisée et qui doit servir à financer, mais cette épargne, elle ne va environ qu'à 15% dans le financement des bons des États. Le chiffre 15%, il est important, c'est un taux important. 15%, c'est le minimum réglementaire. Dans le Code, il est prévu d'investir entre 15% et 50%, mais pourquoi est-ce que tout le monde s'arrête à 15%? Et c'est là qu'on peut réfléchir sur les difficultés. Les difficultés majeures, c'est, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Il y a des entreprises qui ont eu à investir dans les obligations d'État et dans certains pays, on a rencontré des difficultés de paiement de la dette souveraine qui font qu'à l'échéance des obligations, il y a une titrisation qui pèse sur la capacité des sociétés à faire face à leurs engagements. La deuxième difficulté, c'est que l'assurance est un secteur très réglementé et la réglementation sur les placements des entreprises est l'une des plus contraignantes. Elle n'a pas fixé des principes, elle a fixé des règles en disant diversifiez vos placements, agissez en bon père de famille, vous ne pouvez pas mettre plus de tel pourcentage dans tel type, dans telle famille d'actifs. Et ce corset contraignant a mis la primauté sur la capacité à honorer les sinistres à l'échéance plutôt que sur la capacité des compagnies d'assurance à financer les projets d'investissement ou les économies. Le troisième facteur qui explique la faiblesse, tous les États ne sont pas logés à la même enseigne en matière d'émissions obligataires. Quand nous comparons déjà l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous nous rendons compte que l'Afrique de l'Ouest, regroupée en UEMOA, a une très longue tradition d'émissions obligataires, avec des émissions régulières du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. À l'opposé, en Afrique centrale, zone CEMAC, le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad,
n'ont pas cette tradition-là d'émission d'emprunt obligataire. Et quand on est dans un espace communautaire, il y a un écueil fondamental qui n'a pas été levé. Deux zones monétaires, deux monnaies différentes, même si elles ont la même appellation de franc CFA, et des entraves ou des barrières à la convertibilité des monnaies entre les deux zones. Ce qui fait que quand un opérateur d'Afrique centrale veut souscrire à des émissions obligataires en Afrique de l'Ouest, elle a d'abord des barrières au niveau du contrôle d'échange pour transférer l'argent, mais même quand elle reçoit les intérêts, le taux peut être attractif, mais la fiscalité est suffisamment dissuasive pour freiner plus ou moins la rentabilité qui était attendue de ces placements. Et en plus de ce problème, nous avons la faiblesse du niveau d'intégration. Dans deux zones, Afrique centrale, nous avons plus ou moins 3 places financières. La bourse régionale d'Abidjan, la bourse de Douala, la bourse de Libreville. Et il n'y a pas d'interconnexion entre ces 3 bourses. Il n'y a pas non plus d'interconnexion entre les bourses de cette zone franc et les bourses des autres pays tels que le Nigeria, le Ghana, etc. Ce qui fait qu'un opérateur sénégalais ou ivoirien qui veut investir à la bourse d'Abidjan peut le faire librement, mais s'il va aller vers la bourse, par exemple, du Nigeria ou du Ghana, il a des difficultés au niveau du change et son contrôle, il a des difficultés pour avoir les autorisations, et l'argent qu'il investit dans ces bourses n'est pas admis dans la couverture de ses engagements réglementés, et ça lui induit une difficulté financière artificielle. Il y a donc ce type de problème. Je peux parler du parcours de combattant. Je peux parler également du fait que dans la plupart des cas, les véhicules que nous avons ne sont pas adaptés à ce que les assureurs recherchent. Donc, le gros problème, c'est que les perspectives, elles sont très bonnes parce que dans cette zone, l'épargne évolue d'environ 12% par an depuis 10 ans. Nous avons un marché qui est en devenir. Nous avons un marché qui est à la recherche d'actifs et de fonds attractifs. Mais nous avons un marché qui est corseté par des barrières et des entraves de toutes sortes, qu'elles soient internes, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient intercommunautaires. Et c'est à ce niveau maintenant, je pense, que la BAD, par cette initiative, devrait d'abord s'attaquer à lever ces costes réglementaires, favoriser une mobilité, faciliter l'interconnexion de tous ces secteurs pour que les opérateurs puissent y trouver quand même un terrain propice. Je pourrais dans une seconde phase intervenir peut-être sur d'autres points, mais c'est à chaud ce que je voulais dire sur ce premier point. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Adama. Dave, I think we've had a very sort of detailed explanation of some of the issues that restrict your ability as institutional investors to invest long term. I think lack of product, lack of regional integration, regulation. Sorry, I'm just looking through my notes here. Ability to invest cross-border, which I guess is related to the regional integration point. Which of these do you think is the biggest issue from your perspective? I think I'll be tempted to say regulation, but then I'll sort of qualify it. The other one is obviously the fact that the markets in Africa are not integrated, and we have a lot of stock market, capital markets, where they are fragmented capital markets. So if you take regulation used to be a big problem, but I'll qualify it because I think in the last 5 years there's been significant improvements in the willingness of regulators to listen. And what they always is that, look, regulators don't manufacture products. If you have products, let's discuss. And there's been of regulation. So for instance, in Nigeria, we've gone from investing 10 years ago, investing in only government bonds
and listed equities to being allowed to invest in practically anything, whether it's to the extent that it's still within the country, whether it's government bonds, corporate bonds, private equity, infrastructure, real estate. And regulator is now at the stage where they are now willing to allow investing in Pan-African instruments like private equity and possibly the bond fund. And what I always say is that before you start the product, before you start talking to pension funds, it's always good to have the dialogue with regulators and the work that needs to be done. Regulators don't move fast because they report to governments and they need to convince governments that opening up the investment to this new instrument will support the growth of the economy, will also improve ability to make those pension payments, but more importantly, will not prevent the pension funds from being used to finance development. So if you take, for instance, cross-border investing, if you say to the Nigerian government that if you allow us to, Nigerian pension funds to invest in an African fund, maybe we'll invest 20%, but at 25% of that fund will be invested in Nigeria. You've made the case to say that actually on a net basis, you are getting more money invested in the country than if we only invest in Nigeria. So I think that's, so to that extent, regulation is no longer the big elephant in the room, but I'll always advise that start talking to them early. I've had this discussion with Cedric and his team. The regulators need at least 6 months to even understand what you're saying. They need 3 months to de 6 mois pour écouter ce que l'on a à leur dire, ensuite de 6 mois pour intérioriser cela et de 6 autres mois. Domestic debt fund, we're looking at it. It's very interesting, but we need regulators' approval. The other 2 points is the fact that those products should also be cross-listed on the key exchanges. So if you take all the regions, so luckily in East Africa, once you list in Kenya, you've listed East Africa. The way it works is one common market. However, West Africa is different. So you have to list in Nigeria, list in Ghana, and possibly list in the Francophone countries. In Southern Africa, it's simple. Once you're listed in Johannesburg, une fois que vous êtes coté à Johannesburg, vous êtes présent sur le marché. Le dernier point, en fait, cela concerne la régulation. Je pense que le gros éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est les produits. Il y a très peu de produits pour les investissements à long terme. Le marché obligataire, par exemple, au Nigeria, en Égypte, etc., ont effectivement un marché. Il y a très peu de marché. Donc les fonds de pension se disent que si l'on peut avoir 18% investi dans des instruments de gouvernement à court terme, pourquoi devrais-je alors investir à long terme et réduire le profit? Parce que plus le terme est long, plus le risque est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, la courbe des résultats est inversée. Donc, il faut que le gouvernement réfléchisse aux politiques qui va inverser la tendance. Il y a des politiques qui vont dans le sens des monnaies dans le court terme. La plupart des pays africains sont inquiets par rapport à leur monnaie et ils regardent l'impact à long terme sur l'économie. En ce qui concerne les gouvernements et ses obligations, nous avons des produits comme les fonds et les bons institutionnels. On a besoin de quelque chose comme les eurobonds. Je sais que ce n'est pas très populaire, mais il faut essayer d'empêcher ces fonds de souffrir de la dévaluation monétaire. Il faut également que les fonds de la dette puissent être cotés en bourse en utilisant un ETF. Cela veut dire que ce serait plus facile d'accès, ce serait bon marché, abordable et les coûts de transaction seraient réduits. Donc en résumé, je dirais la régulation, on a besoin de davantage de produits et on devrait pouvoir investir de part et d'autre de la frontière. Il faudrait que les marchés soient intégrés, que les marchés ne soient plus parcellaires. Oui, est-ce que vous avez quelque chose à dire, une réaction à ajouter? Je pense que Dave disait qu'il y a un manque de produits. Et c'est le nouvel éléphant, je crois, dans le magasin de porcelaine. De quel produit auriez-vous besoin?
actuellement sur le marché. Merci beaucoup. Il a parlé des produits. Et lorsque je rentrais au Ghana, je dirais que même au niveau du Ghana, les bons d'entreprises institutionnelles impliquent la Banque centrale, le gouvernement du Ghana. Et les bons institutionnels représentent un maximum d'1% de la bourse et cela est déplorable. Il y a une difficulté. En effet, le processus d'obtention de bons institutionnel et fastidieux. Ce processus bureaucratique devrait être amélioré. Je ne sais pas si cela s'applique à d'autres marchés. Il y a également la question fiscale. Si vous n'êtes pas un investisseur institutionnel, par exemple, que vous voulez acheter des obligations, eh bien, 8% de taxes vous est appliqué. Et même si vous n'êtes pas un fonds de pension et que vous êtes au deuxième niveau voulant investir, cela veut dire que votre intérêt sera réduit de 8% en raison de cette fiscalité qui s'applique. Cet élément fiscal, je pense, devrait être examiné par les régulateurs également. And then we realized that I think from the end of the pension funds, for them to take advantage of these issues that are going on, like we had recently the ESLA bond. It had a period of two weeks for people to subscribe to the bonds. Now, when you look at the process, investment process for you to get an approval for you to invest in some of these pension funds, it's very long. So by the time you get your approval, the bond issue would have been closed. So with the pension funds themselves, I think there needs to be a situation where you have a dedicated fund for investment for most of these fund managers, so that when they need to take advantage of these products, it can be done within the time limit that has been set by those that are issuing these bonds. Again, I see that within the private equity space, it's a major tool that we can use to enhance the number of companies, growth companies that are good and can be we can invest in, and also we can have a situation where when we develop these companies, they can then be listed onto the stock markets, and that can also be a channel to increase the number of listings that we have on the stock markets in Africa. Again, in some of these countries, we do not have private equity laws existing. So when you as an investor invest in private equity, you are at bay. I mean, the fund manager can do anything he wants with your money and nothing will be done to him. So it's very important that even as we believe that the private equity space can be used to grow longer term capital for investments, and also even bring up more listings onto the stock market, we believe that this needs to also be seen, looked into by regulators. Thank you, Adama. I'm going to come to you. In terms of products and instruments, what would you like to see? I know you mentioned that you would like to see more longer-term government bonds, but is there anything else? Merci beaucoup. Ce que nous avons dit, ce n'est pas en tant que tel que nous souhaiterions des investissements publics plus longs. C'est de dire que la durée moyenne des émissions obligataires du public varie de 5 à 7 ans. L'horizon d'investissement des sociétés vie va au-delà de 10 ans, ce qui nous permet, plus que les banques et les autres, de financer ou de prendre des participations. Sauf que les barrières d'ordre réglementaire, les barrières d'ordre fiscal et surtout les difficultés d'interconnexion des marchés font en sorte que les sociétés ne sont pas incitées à y aller. La première entrave est donc d'ordre réglementaire. Je pense que tous ont suffisamment insisté là-dessus. Il faudrait que
chez les superviseurs de l'assurance, qu'on puisse faire un meilleur dosage des priorités. Nous avons 2 jambes. Nous pouvons sauvegarder les intérêts des assurés. Nous pouvons également financer les projets d'infrastructure. Sauf qu'aujourd'hui, le curseur est déséquilibré. C'est sauvegarde des intérêts, sauvegarde des intérêts, sauvegarde des intérêts. Et quand vous décidez de faire autre chose, c'est à vos risques et périls. Il y a un gros bâton qui vous guette. Dave va insister sur l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Au Nigeria, ils sont très réactifs parce qu'il leur faut 6 mois pour réfléchir et 6 mois pour agir. En Afrique francophone, il faut 2 ans pour réfléchir et 10 ans pour agir. Oui. Lui et seul, nous sommes 14 pays, mais quand même, c'est vous dire que les horizons sont là. Et il y a également un autre parcours du combattant lorsque vous décidez de vous lancer dans des produits innovants. Quand vous allez chez le régulateur, il vous dira « Je ne suis pas le gendarme des marchés financiers. Allez plutôt au niveau du Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Si vous avez carte blanche, vous pouvez revenir. Sauf que vous n'avez pas un seul conseil national de l'épargne, vous en avez 3 pour 14 pays. Il faudra trouver carte blanche en Côte d'Ivoire, trouver carte blanche à Douala, trouver carte blanche à Libreville, avant de pouvoir mettre un produit innovant. Et en plus, toujours en innovation produit, nous avons chez l'organe de régulation, comme dans les compagnies, l'étroitesse des marchés et la taille des exploitations fait en sorte que les ressources humaines de qualité pour apprécier cette politique de recherche-développement font défaut. Ce que le régulateur rejette, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, c'est parce qu'il ne l'a pas compris. C'est pourquoi j'ai dit parfois il faut 3 ans pour comprendre et 10 ans pour agir. Parce qu'il faut convaincre toute une chaîne. Et là, c'est peut-être la barrière la plus importante. Du coup, maintenant, quelles sont nos attentes vis-à-vis de ce type d'initiative? C'est de dépoussiérer les mentalités. Vous êtes une émanation des États et vous avez la chance de pouvoir parler à tous les États et à tous les décideurs. Il vous appartient de décloisonner, de lever les barrières et de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette méfiance-là de l'Africain francophone envers ce qui se passe au Ghana, du Ghanéen envers ce qui se passe en Angola, de l'Angolais envers ce qui se passe au Sénégal. Et ça, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à ces initiatives de le faire tout d'abord. Une fois que ça va se faire et qu'on va avoir une mobilité des capitaux, il y a l'autre barrière qu'il faudra lever. J'en ai parlé, c'est les barrières fiscales. Même quand on est dans le même espace d'intégration, les États sont très jaloux de leur souveraineté fiscale. Une émission obligataire faite par l'État ivoirien n'aura pas beaucoup de succès au Cameroun, parce que même s'il promet 5% ou 6% de rendement, le Camerounais calculera les 6% moins la taxe qu'il devra payer à la sortie. Peut-être qu'au Ghana, c'est 8%. Dans certains pays, ça va entre 16 et 24%. Du coup, donc, quand vous avez 16 à 24%, et quand vous avez également des barrières en termes de contrôle d'échange, vous avez de quoi décourager la mobilité intracommunautaire ou intercommunautaire, sans compter maintenant les autres types de barrières. Et je dois dire que dans le règlement monétaire et financier de nos zones, on n'encourage pas les investissements en dehors de la zone. Et je prendrai le règlement de l'UMOA qui vous dit qu'à chaque fois que vous devez faire un investissement en dehors de la zone, il faut que 75% du montant de l'investissement vienne de financement extérieur à la zone. Donc même quand j'ai de l'argent et que je veux le placer ailleurs, je ne peux pas le placer parce que j'ai une contrainte monétaire et financière qui m'oblige à ne prendre sur place que 25% et aller chercher ailleurs 75%. Donc c'est ce type de barrière qui aujourd'hui constitue de véritables corsets pour les investisseurs institutionnels que nous sommes et qui fait en sorte que même si nous avons la volonté, nous n'avons pas toujours les moyens d'y aller parce que simplement il y a un travail en amont qui n'a pas été fait et c'est ce travail en amont que nous attendons que cette initiative puisse faire pour qu'on puisse avancer dans cette mobilisation de l'épargne. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va ouvrir un peu le débat. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me présente. Je m'appelle Madame Diaw Fatou Kiné. Je suis la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires. Et vous conviendrez avec moi que le secteur privé participe également à la mobilisation de ressources, des fonds de pension, aussi bien que des assurances. Mais ce que je constate est que vous ne vous intéressez qu'investir sur le marché financier et au plan institutionnel, vous vous adressez uniquement aux États. Alors que le secteur privé, qui a participé à la mobilisation de ressources, a des projets et des projets d'investissement productif. Par exemple, nous, femmes d'affaires, nous avons constaté que nos jeunes Africains émigrent et une émigration désastreuse. Et il faut faire quelque chose. Donc, nous, femmes d'affaires, nous avons pensé à créer des richesses et des emplois dans nos pays. Mon organisation a réfléchi sur un problème de réalisation de villages qui seront électrifiés par le solaire, que nous avons appelé des villages verts. Et dans chaque village, il y aura des espaces réservés aux logements sociaux, destinés à des jeunes. Et chaque acteur devra bénéficier d'un domaine pour l'agriculture, ou bien d'un bâtiment d'élevage, ou d'un bâtiment agriculture, aquaculture, industrie, etc. Donc, tout ce qui peut rapporter des emplois et des richesses. Donc, je voulais demander aux représentants du Nigeria, parce que vous avez dit que votre fonds investit dans votre pays seulement. Un tel projet qui peut être réalisé dans votre projet, est-ce qu'il sera intéressant pour vous de financer ce projet? Monsieur de FANAF également, vous avez dit que vous avez fait une forte mobilisation de ressources et que vous investissez sur le marché financier. Mais de grâce, il y a notre argent qui est avec vous, hein, qui est géré par vous. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous au projet du secteur privé africain et je vous remercie. Merci. Je pense qu'on a Monsieur Fanaf. Monsieur Fanaf est interpellé. Il n'a pas une aversion pour l'investissement dans le secteur privé, mais comme nous l'avons dit, peut-être que trop de réglementation tue la réglementation. Je vais être très pragmatique. Même si un projet d'investissement venant du secteur privé est extrêmement intéressant en ce qui nous concerne, nous avons une double, une triple barrière. C'est peut-être rébarbatif, mais d'abord, vous avez un corset réglementaire qui vous dira, dans la somme mobilisée qui sert à couvrir les engagements que vous avez pris, donc dans l'argent que j'ai mobilisé chez Mme Diaw, je ne peux pas consacrer plus de 30% en actions ou obligations de sociétés commerciales, dont vous faites partie. Là, ce serait très intéressant. Mais on me dira, ah non, vous ne pouvez pas non plus, pour une seule société commerciale, mettre plus de 2% de ce que vous avez mobilisé. Donc de 30%, on tombe à 2%. J'ai dit, OK, je vais essayer de consacrer 2%. Ah oui, mais vous ne pouvez pas prendre non plus de 50% des actions émises par une même société. Triple barrière, triple corset. Le quatrième corset qui arrive, c'est que c'est une start-up. Et on sait qu'une start-up, c'est comme un enfant qui apprend à ramper, à tenir debout avant de marcher et d'être rentable. Sauf que quand je mets mon argent dans la phase de maturation de votre projet, il y a des pertes qui commencent, mais qui seront peut-être lissées dans un horizon de 3 à 5 ans, et vous avez besoin d'un besoin de financement, on me dira, ah non, à partir du moment où il y a des pertes, vous passez en provision les montants que vous avez à mettre, et donc c'est un investissement qui est fait à vos risques et périls. Est-ce que c'est le privé qui refuse d'investir, ou est-ce que c'est le régulateur ou l'État qui lui met tellement de barrières que ça décourage cet investissement-là? À partir de ce moment, quelle initiative nous reste? C'est d'aller vers un secteur structuré, vers des entreprises matures, et de dire au moins
on est sûr qu'on n'aura pas toutes ces barrières-là. Ailleurs, comment on a contenu la difficulté, on n'a pas mis des règles. Avant, il y avait des règles. Mais la législation aujourd'hui au niveau mondial évolue vers des principes. On considère que vous êtes un acteur majeur, vous êtes adulte, vous êtes une personne prudente, et on vous pose des principes pour vos investissements. Dans nos zones, on ne nous met pas des principes, on nous met des règles. Vous devez faire ça. Si vous le faites, oui, vous êtes OK. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas OK. Et vous n'avez aucune liberté, même pour expliquer le choix de tel ou de tel autre investissement. Vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile d'aller vers les projets dont vous parlez. Merci beaucoup. Just to support the comments on that, I think the best way to raise money is to go to venture capital companies and pension funds and private equity companies. And just to your point, we all invest in those companies, and those companies can then analyze your investment and make the right decisions. But it's difficult for maybe pension funds or insurance companies to invest directly in those kind of instruments. The other point is that today we are just discussing government bond market. We'll be warned by the organizers not to mention private equity. So we can have a discussion outside the meeting and we can help with that. Thank you. I think Stéphane wanted to say something. Oui, je voulais juste, en tant que représentant de la BAD, parce que mon collègue Serge Nguessan, qui est le country manager ici, n'est pas là, je voulais juste vous dire que, évidemment, le secteur privé, c'est très très important pour la BAD et pour tous ici. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, la façon d'investir dans le secteur privé est bien différente de celui avec les États. Alors, la banque elle-même, par exemple, historiquement, on a toujours fait de la dette. Maintenant, on est en train de commencer à rentrer justement dans ce qu'ils appellent le venture capital, le capital d'investissement. Et pour que nous puissions y entrer, il fallait que nous ayons ce qu'on appelle une tranche de garantie, une junior tranche. Et cette tranche junior, on l'a au travers de la Commission européenne qui nous le donne. Sachez, parce que bien évidemment, les Européens maintenant s'intéressent au sort de l'Afrique, parce que nous savons très bien qu'il y a toute la migration qui va vers l'Europe. Et nous avons lancé, nous allons commencer à financer des sociétés de capital investissement locaux, justement pour les aider à soutenir sous forme de start-up, pour aider les start-up. Et il y a tout un travail avec le gouvernement là-dessus aussi, parce qu'en fait, il y a une partie où on finance, on a une protection donnée par la Commission européenne, et sachant qu'on investit à parité avec la BEI, nous on met 50 millions, donc on aura 150 millions au total de dollars pour ça. Mais il y aura certainement, on est déjà en train d'identifier les conduits, c'est-à-dire les sociétés d'investissement, capital investment locaux avec lesquels on va travailler. Il y aura tout un volet de formation pour ces sociétés et aussi tout un volet de mise en place d'incubateurs et d'accélérateurs pour soit les jeunes qui ont des projets à potentiel énorme et qui n'arrivent pas à faire les préparations pour ces projets, soit les gens qui ont déjà les projets qui ont été lancés, mais qui veulent accélérer le développement, donc des accélérateurs. Donc si vous voulez, en fait, toute la problématique, c'est à quel niveau doit-on entrer pour aider une PME. Il y a la partie start-up, il y a la partie croissance qui est après la période qu'on a déjà après la création. Et ensuite, on arrive au private equity. Il y a plusieurs stades. Et en fait, les financements pour ces différents stades sont différents parce qu'il y a toujours des échecs. Il y aura des échecs. Et pour justement pallier à ce qui est pas trop d'échecs, on essaye cet accompagnement. Alors, en même temps, pourquoi j'ai parlé du gouvernement? Parce qu'il y a tout un... En parallèle à cette mise en place de l'argent pour le secteur privé, on demande aux États aussi de soutenir les facultés, nos facs, qui est une éducation qui donne envie aux jeunes. Alors, ça peut être au travers du système éducatif, mais ça peut être aussi en parallèle aux gens qui ne font pas d'études.
on veut que ces gens-là aient accès à ces endroits d'incubateurs et d'accélérateurs. Et justement, il y a tout un travail des gouvernements. Il y a certains gouvernements qui les ont déjà mis en place. Je parle du Rwanda, je parle de Maurice, il y a 3 ou 4 pays en Afrique qui l'ont déjà mis en place, qui travaillent avec nous. Mais il y en a d'autres qui vont le faire, sachant qu'à partir du moment où on met en place ces structures pour qu'il y ait, soit au travers des études, des gens qui puissent être formés pour devenir entrepreneurs, parce que pas tout le monde veut être entrepreneur, mais ça n'empêche que si on veut être entrepreneur, il faut pouvoir essayer d'exercer ce qu'on a envie d'exercer. Et aussi faire que les gouvernements aident les sociétés en démarrage, peut-être au niveau fiscal, qui ait des avantages fiscaux, qui est, je ne sais pas, des procédures allégées. Mais en tout cas, il y a vraiment un travail qui se fait. Le secteur public et le privé sont ensemble pour répondre à vos questions, mais c'est sûr que ce n'est pas facile, ça prend du temps, mais c'est en train d'être mis en place. Et justement, c'est tout à fait lié aux stratégies de développement des pays. Alors si la pisciculture au Sénégal est et je suis convaincu que ça l'est, une des priorités du gouvernement, certainement, il y aura des start-up liées à la transformation des produits de la pêche localement qui bénéficieront de ce genre de projet comme Boost Africa. Et j'espère que d'ailleurs c'est sûr qu'en l'an 2018, il y aura déjà des investissements qui vont être faits dans la région ici. Merci. Bonjour, je suis Magad Wad. Je suis maire de la ville de Méké, au Sénégal, à 100 km. Et je suis un ancien de la Banque africaine de développement. Et je suis très heureux de retrouver mes amis et collègues. Et je vais parler en tant que maire. Et surtout en présence de ceux qui ont de l'argent, les assureurs. Alors moi, je suis le focal point de l'Association des maires du Sénégal, chargé de tout ce qui est financement. Et j'ai eu la chance aussi d'être nommé président du comité national de pilotage de la mise en place d'un outil de financement des collectivités locales. Alors, le problème, c'est, vous avez vu ce qui s'est passé aussi avec la ville de Dakar pour accéder au marché financier. Il y a ce qu'on appelle l'unicité de caisse au niveau de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, qui donne un pouvoir et de l'autonomie aux collectivités locales. L'unicité de caisse fait que nos ressources sont gérées par le trésor public. Et nous ne pouvons pas aller faire un emprunt sans la garantie de l'État, la garantie souveraine. Donc nous sommes régulés par le ministère des Finances. Alors ce que je disais à mon ami Stéphane, la banque doit être une accélératrice des réformes du secteur financier dans nos pays. Alors, tout le problème, c'est là, mindset. Pourquoi ce que vous avez vu tout à l'heure, tous les pays performants au niveau des marchés, ce sont des pays anglo-saxons. Vous avez l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, etc. Où sommes-nous, nous, francophones? Donc, c'est un problème de mentalité. Comment changer les mentalités? Vous avez parlé de 10 ans, peut-être qu'il faut 50 ans de négociation et 100 ans de mise en œuvre. Tant que la banque et les institutions doivent avoir une mainmise au niveau des États pour que les réformes du secteur financier soient accélérées et approfondies. Alors, le deuxième élément, l'outil de financement des collectivités locales. Mais il n'y a pas meilleur marché que les collectivités locales. C'est nous qui portons les projets. L'État, c'est nous. Tout ce que vous financez, c'est dans les collectivités locales. Donc, nous sommes les porteurs de projets. Il faut donc qu'on puisse, il y a l'étape que notre ami, le directeur du développement du secteur financier a souhaité près, les centres d'incubation. Il faut que tous les projets fédèrent. Nous avons le PAPEJ, le FONGIP. Il y a aussi, quand je prends une démarcation par rapport à ma situation d'ancien fonctionnaire de la BAD et d'élu local, mais il y a un gap énorme entre les politiques que nous élaborons et la matérialisation sur le terrain par nos États. C'est pourquoi la banque devrait, dans l'accélération de ces réformes, aller directement aux collectivités locales qui sont les porteuses de projets. Donc, pour ne pas faire un grand plaidoyer un peu plus long pour les collectivités locales, je vous dis, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Et il faut en parler avec les ministres des Finances et les chefs d'État parce que nous avons
une emprise, la banque du moins a une emprise sur eux. Et je compte sur vous pour que, et sur les assurances, nous vous attendons également au niveau de l'AMS pour que nous discutions de la possibilité de la mise en place de cet outil de financement des collectivités locales et qu'on allège les procédures pour que les collectivités puissent aller sur le marché financier. Je vous remercie. Voilà, bonjour, je suis Mamadou Sy, je suis inspecteur du Trésor du Sénégal. Je crois que le diagnostic qui est fait ici est assez clair hein, sur la législation qui bloque un peu l'acquisition des ressources de long terme, la fragmentation des marchés et tout. Mais je voudrais aussi, à la suite de M. le maire, pointer du doigt ce que j'appelle la culture financière dans les pays d'Afrique francophone. On a vu que les marchés les plus développés ici, c'est les marchés des pays anglo-saxons, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, Kenya et autres. Chez nous, en Afrique francophone, on va directement à la banque. Si on a de l'argent, on va directement à la banque. C'est assez rare de voir quelqu'un qui a un peu deux comptes. Un compte titre, c'est assez rare, même pour des gens assez éduqués. En Afrique francophone, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Voilà, donc pour les assurances, on s'assure un peu par contrainte, uniquement pour le véhicule. On ne s'assure pas pour les maisons. L'assurance vie aussi n'est pas tellement courante. Voilà, il y a beaucoup de choses. Comment faire, à votre avis, pour avoir l'expérience des pays anglo-saxons, comment faire un peu pour un peu sensibiliser les gens et puis accroître la culture financière pour les gens? L'autre point, c'est qu'on a pointé un peu le manque d'instruments de financement. Je crois que pour les États ont pour la plupart des programmes de développement sur 20 ans, sur 25 ans. Ils ont besoin de ressources longues. Je crois que c'est parce qu'ils ne trouvent pas ces ressources qu'ils vont à l'extérieur. Des États comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Ghana, Nigeria, Cameroun, ils vont émettre des instruments de long terme, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ces instruments-là au niveau local. Et aussi même, ils demandent même des produits dérivés à l'international. Donc, des États ont ce besoin-là. Peut-être que la communication ne passe pas, peut-être qu'au niveau des réformes, ils ne font pas assez d'efforts, mais je crois que les instruments existent et qu'ils ne le trouvent pas. C'est pourquoi ils vont chercher à l'étranger. Je crois que c'est vraiment important de faire des réformes, de sensibiliser et de travailler à faire sauter un peu toutes ces entraves. Merci. Je pense que je fais Adama, si vous faites, and then I'll come to you, Dave, and Akosi about this, the difference between francophone and anglophone African, the level of financial literacy, and therefore development of financial markets. Adama. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus un débat philosophique. Parce qu'à la base, nous avons tendance à rattacher la culture anglo-saxonne à la culture libérale et la culture francophone à la logique sociale. Aujourd'hui, au moment où le monde est devenu libéral, il faudrait que les dirigeants d'abord, à commencer par les autorités politiques, puissent intégrer cette donne dans leur vision et avoir une vision, un développement endogène qui parte des ressources du pays et des réalités du pays. J'ai tout à l'heure parlé du secteur des assurances et on a parlé de la culture. Effectivement, vous avez raison. Mais d'où vient cette culture? Dans les pays anglophones, l'épargne, la retraite, on la constitue et on la confie dans la plupart des cas à un fonds de pension. Dans nos pays, c'est à des organisations de sécurité ou de prévoyance sociale, qui sont des émanations des États et qui doivent servir de la retraite. Et on a vu que tous ces modèles aujourd'hui ont craché. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est soit aller vers les compagnies d'assurance,
soit en même temps que les compagnies aller vers les fonds de pension. Mais au lieu de réfléchir sur la solution permettant d'avoir un niveau équilibré, nous avons exactement la solution qui semble être celle du Ghana, où une caisse de sécurité sociale ou de prévoyance qui a déjà des difficultés à gérer la retraite qu'elle doit gérer, on veut lui confier un second palier obligatoire par capitalisation alors qu'elle n'est pas outillée, en disant maintenant on va mettre un troisième palier libre qui restera chez les acteurs qui ont le savoir-faire. Ou dans un pays comme le Sénégal, la réforme de 2008, qui vous dit vous pouvez créer des fonds de pension sans prévoir les modalités et les conditions pour la création et la gestion de ces fonds de pension. Donc énormément de réformes qui s'inscrivent dans l'air du temps, mais très peu de vision, qui font en sorte que, entre le moment où on décide et l'implémentation sur le terrain, il y a tout un fossé qui rend les acteurs non pas acteurs de développement, mais il leur confie un rôle de formation et d'éducation à cette épargne et à cet investissement, alors que ce rôle est dévolu à d'autres acteurs. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté. Aujourd'hui, je prendrai un cas très simple, c'est l'assurance agricole, qui est un besoin réel. Mais quand on crée une compagnie d'assurance agricole et qu'on la charge de descendre sur le terrain pour éduquer les populations, alors que les États auraient dû faire ce travail au préalable pour qu'ils viennent s'inscrire dans la continuité de leurs actions, on a toute une difficulté à implémenter justement des solutions qui ailleurs sont pragmatiques et peuvent marcher. Donc ayons d'abord la vision, dessinons la trajectoire, ayons une stratégie et faisons en sorte que chaque acteur joue le rôle qui doit être le sien pour que le secteur privé puisse financer le développement. Mais aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté, le secteur privé n'est pas en mesure de le faire. Merci beaucoup. Okay, well, it's sort of a philosophical debate. So I came here thinking that the Francophone countries are actually, in terms of markets, they are, and this is something that is important. They have a common insurance market, common stock exchange, and even banking regulation and currency markets. I think that, so to capital market is built on domestic savings. So if you go back to the US or Europe, US has deep capital markets because of the large pool of domestic savings pension funds in the US. In most of African countries, of course, you will learn from the previous governors in the country, either the British or the French. The West African market, even Nigerian market, is largely bank-led. So if you look at the banking assets, it's 130 billion, and pension assets is about 20% of that. So currently, we're still having a big debate about how to move finance from the bank, commercial bank, to the capital market, even in Nigeria. So I don't think there's a lot to learn from. One thing I think that we can certainly copy is pension reforms. The only reason why we're talking about this debate on capital markets is because of pension reforms that happened about 13 years ago and that led to the creation of pension funds. Before then, there was no capital market beyond the equity market. So the debt capital market did not exist in Nigeria. Even now that it's existed, it's led by government issuances. So I think what we need to learn from the French is creating common markets. And I guess what they need to learn, if at all, is pension reforms, and then the ability to issue instruments and increase the issuance of corporate bonds so that rather than borrow money from banks, corporates can issue in the capital markets. Thank you. Akwesi, anything to add? Something small on the issue of financial literacy. I think that even as much as you have so many products, when you have the culture of investing in various sectors and segments, both institutional and then private, given these new changes in regulation where you have individuals making choices even under the third tier, I think there are some lessons that can be learned in that. For instance, you have a whole week set apart by the Ministry of Finance as a financial literacy week. And in that space, you have different products being sold
to even ordinary individuals. So I think the knowledge and the importance of investing both on an institutional basis as a fund manager and then on a personal basis has become very, very critical. And you having people even know more about the markets, and more even individuals are moving towards dealing in the bond market. So when you enhance this sort of literacy from a government point of view, from an institutional point of view, even running retirement planning programs, I think it's becoming an order of the day in our institution, for instance, that everybody from 40 years upwards has to go through a retirement planning program, and we are sold all the products from insurance, any product whatsoever. So that in effect helps to enhance the markets, enhance the activity on these markets and in these products that you have. Thank you. Well, thank you very much. It's just about time, so we'll bring this panel to a close. Just to summarize a few of the key takeaways, I think we started out by saying that regulation wasn't the elephant in the room, but then we ended up by saying that regulation was the elephant in the room. I think we've also learned that there are other elephants in the room. Lack of products, lack of products, lack of adequate sort of diversification opportunities, both within the government debt sector and also within the private sector. We've learned the importance of regional integration, ability to access opportunities cross-border. So those are all important takeaways. So with that, I would like to thank my panel, Adama, Dave, and Akosia, and all of you for being such a lively audience. Thank you very much.